Robert Boulin répond aux syndicats, il souhaite une politique de compensation et de concertation. Des dirigeants socialistes inculpés pour l'affaire de Radio Riposte, le PS parle d'une manœuvre de diversion. États-Unis, tout le monde sur patin à roulettes, la mode gagne maintenant Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Demain, vendredi, ce sera une nouvelle vague de grands départs en vacances, l'avant-dernière. Il y aura encore celle du 15 août. Attention, pour demain, la météo n'est pas bonne. Mauvais temps, en tout cas sur la moitié nord du pays. Mettez pour arriver à destination plutôt une heure de plus qu'une heure de moins, c'est plus prudent. Bien que nous soyons encore au début du mois d'août, vous avez constaté à l'écoute de nos journaux, nous venons de vivre une semaine sociale et politique très remplie et même agitée pour la saison. Il y a eu les décisions du Conseil des ministres concernant la sécurité sociale, puis les réactions des syndicats et de certains hommes politiques, chaque jour apportait la sienne, à propos du pétrole, du pouvoir d'achat des Français, et d'une manière générale de la politique économique suivie par le gouvernement. Maintenant que tout le monde, ou presque, s'est exprimé, il est possible, Jean-Claude Renaud, de faire le point et peut-être d'entrevoir quelle sera la direction que prendront les affaires sociales et économiques ces temps-ci. Oui, la bataille de la rentrée sera axée autour de deux dossiers, le pétrole et le pouvoir d'achat. Premier dossier, le prix du pétrole. La note supplémentaire à payer, 18 milliards en plus cette année, justifie-t-elle un taux d'inflation supérieur à 10%? De concert, Georges Marchais, leader communiste, et Michel Debré, ancien Premier ministre, affirment que non. Cette polémique se poursuivra à la rentrée. Deuxième dossier, le plus important, parce qu'il touche le portefeuille des Français, c'est le pouvoir d'achat. Après les récentes hausses, carburant, électricité et surtout l'augmentation des cotisations d'assurance maladie, les réactions sont arrivées en cascade. Successivement, Edmond Maire a annoncé une contre-attaque de la CFDT, André Bergeron, pour Force ouvrière, a lancé un avertissement au gouvernement. Si vous dépassez certaines limites, a-t-il dit, il faut s'attendre à une situation sociale peut-être dangereuse. Hier, ici même à Antenne 2, Georges Ségui a exigé l'ouverture de négociations patronat, gouvernement, syndicats. Les cadres de la CGC, par la voix de Jean Menu, se sont joints au concert pour préparer une riposte commune. Et enfin, dernière réaction en date, la plus dure, Georges Marchais se dit prêt à s'allier au diable pour combattre la politique du gouvernement. Sans dire qui est le diable. Alors donc du côté syndical, chacun a exprimé et son mécontentement et sa détermination. Cela signifie-t-il, à votre avis, l'unité syndicale, par exemple, pour septembre? Pour le savoir, il faut attendre. La CGT a bien annoncé des actions dès le mois d'août, mais vous savez qu'il existe des divergences importantes entre les centrales syndicales. Alors, avant de lancer une offensive commune, elles vont tenter de sonder la base en espérant que le rattrapage du pouvoir d'achat se révélera un thème mobilisateur. Alors de son côté, le gouvernement, même s'il affirme que les Français doivent s'attendre à des difficultés, entend faire aboutir sa politique et pour cela, il a déjà donné des apaisements. Oui, hier, en Conseil des ministres, Valéry Giscard d'Estaing a demandé au gouvernement de préparer des mesures exceptionnelles en faveur des plus défavorisés. Quelles seront ces mesures? On les connaîtra à la rentrée. Mais M. Boulin, le ministre du Travail, qui était notre invité à midi, a expliqué qu'il y aurait probablement une revalorisation du salaire minimal. Oui. Lorsque le SMIC a été revalorisé au mois de juillet, le communiqué du Conseil des ministres a annoncé officiellement qu'on reverrait l'augmentation nouvelle du SMIC au vu de l'évolution des prix pour accorder éventuellement un pouvoir d'achat supplémentaire avant la fin de l'année. Alors c'est quand avant la fin de l'année? On pourrait combler à travers le SMIC la fonction exercée à travers la sécurité sociale, les hausses diverses. Il pourrait donc y avoir une forte augmentation du SMIC. Ça peut être un des moyens qui peut être pratiqué par le gouvernement et qui au surplus a été annoncé avant. Donc la position est renforcée. Naturellement, il y a d'autres moyens. Il y a la situation des familles nombreuses, il y a la situation des personnes âgées, il y a le problème des primes de vacances. Enfin, il y a des quantités, donc dans cette il y a un arsenal que... qui fait qu'un certain nombre de gens subissent de plein fouet les effets de la crise, les charges nouvelles que je vous indiquais tout à l'heure, et où il est légitime que la solidarité nationale s'exerce pour exprimer ce sentiment de justice sociale dont je parlais tout à l'heure. Alors le gouvernement prendra donc, on vient de nous le dire, des mesures, notamment en faveur des familles et des Français les plus défavorisés. Robert Boulin a d'ailleurs souligné qu'en période de crise comme actuellement, il fallait renforcer la justice sociale et il a fait référence à la politique menée par Roosevelt aux États-Unis après la crise de 1929, c'est-à-dire le New Deal.
Il m'est arrivé de dire à la tribune du Parlement à plusieurs reprises et de citer Roosevelt au moment du New Deal, c'est-à-dire en pleine crise de 1929, où les mesures sociales ont été les plus fortes. Eh bien, je suis de cet avis. Je crois que plus nous sommes dans la difficulté économique et financière, plus il faut renforcer la politique de concertation et la politique de solidarité sociale. M. Mitterrand et 10 personnalités du Parti socialiste sont poursuivis après les émissions de Radio Riposte. Cette décision a été annoncée par un communiqué du ministère de la Justice aujourd'hui, précisant que les parquets de Paris et de Montpellier avaient engagé ce 9 août cette procédure, je cite, contre les auteurs et les complices des émissions illicites de radio, diffusées le 28 juin à Paris et le 30 juillet à Montpellier. La procédure entamée, Daniel Brem, est-elle une surprise? Bien, écoutez, non. Et le communiqué du Conseil des ministres avait mis la puce à l'oreille de pas mal d'observateurs. Vous vous souvenez que dans ce communiqué, le gouvernement insistait sur le respect du monopole prévu par la réforme de la radio et de la télévision. Et il ajoutait, le gouvernement fera respecter la loi. Alors, il s'agit à l'évidence d'un coup de semonce, d'un avertissement pour que les émissions pirates ne se multiplient pas sur le territoire. Et vous avez vu que dans les poursuites, parmi les personnalités figure le premier secrétaire du Parti socialiste lui-même. Alors, à votre avis, ces poursuites vont-elles donner un coup d'arrêt à Radio Riposte? Eh bien, écoutez, si j'en crois le communiqué qui est tombé juste avant notre journal, non, car depuis Montpellier, le représentant de la Fédération du Parti socialiste de l'Hérault annonce tout simplement une nouvelle émission entre le 10 et le 13 septembre. Les socialistes, en tout cas, ont réagi très vigoureusement, comme les téléspectateurs d'Antenne 2 ont pu s'en rendre compte vers 12h45 en écoutant M. Pierre Jox. En effet, la protestation a été aussi vigoureuse que rapide. Et le secrétariat national du Parti socialiste, qui est en quelque sorte le ministère autour de M. Mitterrand, a exactement parlé d'une manœuvre dérisoire du gouvernement pour faire oublier la grave situation dans laquelle le pays se trouve à la suite des mesures prises par le gouvernement. Et ce communiqué a ajouté, je cite, le PS appelle tous les défenseurs des libertés publiques à s'insurger contre la mainmise du président de la République, contre tous les moyens, surtout les moyens d'information. Alors faudra-t-il, comme semblait le souhaiter le communiqué du Parti socialiste, réunir l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire? Eh bien écoutez, non, parce que justement sur ce point, la Constitution est particulièrement claire. En dehors des sessions, il n'y a plus d'immunité parlementaire. Donc comme il s'agit de poursuites, il n'y a pas besoin de séance ni de l'Assemblée ni du Sénat. Il y a 5 députés et un sénateur de viser dans les poursuites. Mais en revanche, je peux vous donner les peines qui sont encourues. Elles vont de 1 mois à 1 an de prison et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou seulement de l'une de ces 2 peines. Et je précise qu'il n'y aurait qu'en cas d'arrestation, ce qui évidemment n'est pas le cas, que le bureau de l'Assemblée ou du Sénat devrait se réunir. En Iran, 5 personnes ont été encore exécutées à Tabriz. Elles étaient accusées d'appartenir à la Sabak, la police politique du Shah. Dans le pays voisin, l'Irak, le calme règne à Bagdad aujourd'hui après l'exécution de 21 personnalités politiques accusées d'avoir comploté contre le régime irakien. Parmi ces personnalités, 2 ministres. Le chef du gouvernement, M. Saddam Hussein, acclamé ici par les membres du parti unique, renforce ainsi plus que jamais ses pouvoirs. Pourtant, l'Irak doit se garder à gauche et à droite, comme Jean Lebon à Poitiers. À gauche, c'est la Syrie, laquelle serait à l'origine du dernier complot. À droite, c'est l'Iran et sa révolution islamique qui menace de faire tache d'huile en Irak. Voici un reportage de Philippe Rochaud. La mosquée Kazmieh, aux portes de Bagdad, vit encore dans la tradition de l'islam chiite. Ça n'est pas seulement un lieu de prière, c'est aussi un refuge, un asile pour les pauvres. L'ayatollah Khomeini a passé 14 années d'exil dans ces lieux de pèlerinage de l'islam chiite d'Irak, avant d'être expulsé vers la France et de retourner dans son pays. Depuis la révolution iranienne, ces lieux saints d'Irak sont considérés comme des foyers de rébellion potentielle. Les musulmans chiites, majoritaires en Irak, représentent en effet un danger pour le pouvoir actuel, laïque et socialiste, entre les mains d'une minorité. Mais ici, en Irak, les mollahs, les prêtres, n'ont pas le droit de faire de politique dans les mosquées. Ici, le clergé est payé par l'État. L'emprise est ainsi totale sur tout le pouvoir religieux chiite en Irak. Malgré cela, des mouvements ont déjà eu lieu dans ces mosquées.
le soulèvement religieux d'Iran n'y est sans doute pas étranger. Chez l'ayatollah Montazeri, l'un des plus radicaux du pouvoir religieux en Iran. Il estime que l'Irak doit être gouverné par des chiites, que le pouvoir actuel doit être renversé comme en Iran, et que ce mouvement qui se développe est celui de tout le peuple musulman. Voilà comment la presse en Irak présente la révolution islamique d'Iran. Pour lutter contre le pouvoir des religieux qui lui fait peur, l'Irak fournit, dit-on, des armes aux minorités d'Iran en lutte contre le nouveau régime. Dans les rues de Bagdad, où l'on vient de fêter le 9e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du parti basse arabe socialiste, c'est une véritable mobilisation. La révolution islamique, dit-on ici, ne peut apporter que le communisme à nos portes. Ce régime est pire que le précédent. Israël et l'Iran sont les deux cibles principales. Pour ce militant du parti basse irakien, l'ayatollah Khomeini a trompé son peuple. Il avait promis de tenir compte des minorités, mais nos frères arabes d'Iran sont opprimés. La répression actuelle en Iran est au moins égale à celle du Shah. Ces enfants ont 9 ans, l'âge de la révolution irakienne. Dans chaque quartier de Bagdad, ils sont ainsi mobilisés par le parti qui leur apprend des slogans et des chants nationalistes. Menacé par la révolution islamique d'Iran, trompé par son union avec la Syrie, l'Irak, qui rêve de devenir le nouveau gendarme du Golfe Persique, est bien décidé à maintenir par tous les moyens un pouvoir fort, sans rivaux et sans faille. À la suite des récents accords signés à Alger entre la Mauritanie et le Front Polisario, les journaux marocains emploient toujours le ton le plus vif et pressent le roi Hassan II d'intervenir. Mais le roi a voulu aujourd'hui faire un geste de conciliation et il a pris la décision de rapatrier au Maroc le contingent de 7 à 8 000 hommes de troupes marocaines qui se trouvaient jusqu'ici en Mauritanie, ce qui d'ailleurs n'exclut pas complètement les risques d'un affrontement grave dans l'ex-Sahara espagnol. Mise en garde du journal de Moscou, la Russie soviétique, journal très officiel, organe du comité central du Parti communiste de l'URSS, l'Europe de l'Ouest, écrit le journal, jouerait le rôle d'une cible pour les fusées soviétiques dans le cas d'un conflit global provoqué par les États-Unis. Selon ce quotidien moscovite, le danger d'un conflit découle de la nouvelle stratégie américaine qui considère alors, je cite, le Proche-Orient comme une région où les États-Unis seraient en droit d'intervenir par la force à tout moment, fin de citation. S'ils le faisaient, ce serait écrit le journal Le Conflit. Le vice-président du Parlement vietnamien, M. Hoang Van Hoan, s'est rendu à Pékin parce que, selon lui, la politique vietnamienne mène à la guerre contre la Chine. Aujourd'hui, tous les journaux chinois publient une photographie de M. Hoang Van Hoan. Ils entendent, bien entendu, utiliser au mieux, comme l'on dit, sa défection. Effectivement, la Chine semble bien décidée à tirer parti de la défection de ce premier dirigeant vietnamien important à avoir rompu avec Hanoï. Et pour donner à cet événement tout son relief, messieurs Hua Guofeng et Deng Xiaoping, les numéros 1 et 2 chinois, ont officiellement accueilli le transfuge. Monsieur Hoan, qui était vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, a pour sa part affirmé au cours d'une conférence de presse que de vives dissensions existent bien au sein du régime vietnamien, dominé par le Parti communiste pro-soviétique. À Washington, la rencontre entre Jimmy Carter et le président guinéen Sékou Touré consacre spectaculairement le rapprochement entre les deux pays, car il n'y a pas si longtemps, la Guinée figurait encore sur la liste noire des Américains pour violation des droits de l'homme.
Explication de cette rencontre miraculeuse, le revirement politique du président guinéen qui a relâché récemment plusieurs prisonniers politiques et a gelé ses relations avec Moscou. But du voyage, obtenir que les États-Unis participent au développement de l'économie guinéenne. L'opinion publique américaine a l'impression que depuis quelque temps, l'épouse du président des États-Unis, Mme Rosalind Carter, prend de plus en plus d'influence sur son mari, non pas dans la vie personnelle, ce qui nous guette tous, messieurs, mais dans la vie politique. Au lieu de se contenter d'être, comme l'on dit, la First Lady, c'est-à-dire la première dame des États-Unis, comme l'avait été Jackie Kennedy ou Betty Ford, Mme Carter serait devenue le deuxième personnage du pays. Qu'en est-il? Jusqu'où va son influence réelle? Anne Sabouret, qui va produire sur Antenne 2 avec le réalisateur Boris Friedland une série intitulée Par elle-même et qui commencera en octobre, vient de suivre Mme Carter pendant une semaine. I feel that he, if I suggested something and he did it and I went out and told it, I would lose all effectiveness with him. He would never do anything I said. Et pourtant, Rosalind depuis peu reconnaît son influence. Elle aime qu'on la considère comme l'éminence grise du président Carter, trouve exagéré d'être appelée le deuxième personnage de la Maison-Blanche. Devant la baisse des sondages, elle a décidé de partir en campagne, comme précédemment pour le Sénat, pour l'élection au poste de gouverneur de Géorgie, pour les dernières présidentielles. Cette fille d'un mécanicien de Plains, Géorgie, orpheline de son père à 13 ans, champouineuse pour terminer ses études, mère de 4 enfants, a choisi. Jamais depuis Edith Wilson et Eleanor Roosevelt, une femme de président ne s'était lancée dans la politique avec autant de force. Je suis contente d'être parmi vous. Je viens de téléphoner à Jimmy. Je l'ai laissé seul à la Maison Blanche car Amy est en camp d'été. Il est en bonne santé, heureux, confiant et optimiste dans l'avenir. Et moi aussi. Do you prefer political projects or social or economic projects? Or domestic projects? Well, I enjoy politics. I like to meet people and talk with people, and I can travel through the country and see people and get a better understanding of how they feel and what their problems are than Jimmy can, for instance, because he's always surrounded by such an entourage of people, press, and so forth. I am to a certain extent, but not like he is. So I can get a better feel of what's happening and in the country and come back and tell him. Well, we talk about the problems and the issues in our country. I have lunch with him once every week, mainly to make decisions. If I disagree about something that's happening, I let him know. If I agree with him, I let him know. I feel free to do those things. And I think that it is because of the relationship that we've had. We've always worked together and we've always expressed our opinions to each other. So I don't consider myself his chief advisor. But I do discuss issues with him and act more as a sounding board so that he can say things that he's doing and things he's interested in and get my reaction to them. Since you are so active and so helpful to Mr. President, do you think in the future people would accept a woman as President of the United States? Well, I think it's just a matter of time until a woman becomes president, but I don't think that I'll have anything to do with that. I think that over in coming years, I can very easily see a woman as president of our country. As you look back on these past 2 years and a half, what was for you the happiest day? Well, I think probably the most exciting experience was the Camp David experience, when we worked so hard on that, and then it came, then it worked out well. When Jimmy met at Camp David with President Sadat and Prime Minister Begin, that was exciting, and the signing of the peace treaty. Rosalind Carter travaille plus de 8 heures par jour avec son staff de 18 personnes à la Maison-Blanche. En permanence disponible pour Jimmy Carter, elle sait qu'elle peut aller le voir entre 2 rendez-vous pour des affaires importantes. Mais elle sait aussi que les nombreuses soirées familiales vont désormais laisser place à une nouvelle campagne qui prend pour elle l'aspect d'une croisade conjugale et d'un combat de la dernière chance.
Un homme a disparu à New York, il était en liberté provisoire sous la caution considérable de 5 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 22 millions de francs actuels, si vous voulez, largement plus de 2 milliards anciens. Incarcéré après une faillite retentissante, il était surtout connu pour être l'un des financiers de la mafia. Aujourd'hui, l'on ignore où il est, avec qui il est parti, où il se trouve. C'est un personnage des plus mystérieux, un Italien arrivé aux États-Unis il y a seulement 4 ou 5 ans, son nom, Michele Sindona. Philippe Sassier essaye de cerner le personnage. Eh bien, ceux qui ont lu le Comte de Monte Cristo se souviennent certainement du baron Danglars, ce banquier mystérieux, à un moment riche et puissant. Aujourd'hui, un Alexandre Dumas moderne n'oserait peut-être pas écrire l'histoire, inventer l'histoire de Michele Sindona, dont la fabuleuse ascension commence dans les années 60. C'était l'époque, souvenez-vous, des booms économiques, des Beatles et des mini-jupes. Cet homme, au temps de sa splendeur, on le surnommé le Sicilien glacial. C'est l'homme le plus important en Italie depuis Mussolini, écrivaient de lui certains journaux américains. 3 mots-clés reviennent dans la carrière de Sindona: mafia, Vatican, Watergate. Mafia, Sindona aurait été l'un des financiers les plus importants de la mafia. Grâce à la multitude de ses banques et établissements financiers, il aurait blanchi, c'est-à-dire il aurait fait disparaître les mauvaises odeurs de l'argent, des crimes et des trafics de la mafia. Vatican, eh bien Sindona a été l'homme de confiance à un moment donné du Vatican. Il y a 10 ans, le Saint-Siège a fait appel à Sindona pour remettre de l'ordre dans ses affaires. Mal lui en a pris, le Saint-Siège a perdu l'équivalent de 2 années de son budget. Cela ne se paie pas avec des indulgences. Enfin, 3e mot-clé, Watergate. Non seulement Sindona avait construit par l'intermédiaire d'une de ses sociétés le fameux immeuble du Watergate à Washington, mais Sindona a été un des financiers les plus importants de la campagne électorale du président Richard Nixon. Le système Sindona consistait notamment, il est très très compliqué, mais il consistait notamment à racheter pas cher les actions de certaines sociétés, à faire monter artificiellement les cours et à les revendre beaucoup plus cher en bourse. L'Amérique a tellement admiré à un moment donné cet homme-là que non seulement certaines thèses universitaires lui ont été consacrées, mais qu'il y a quelques années, Sindona a donné plusieurs conférences, notamment sur les finances, mais aussi sur les peintres de la Renaissance italienne. En 1974, l'empire de Sindona s'effondre non seulement aux États-Unis, mais aussi en Italie, et Sindona est impliqué dans des procès en cascade. Bref, Sindona en savait probablement beaucoup, beaucoup trop, sur les dessous financiers de la mafia, mais aussi sur tous les scandales politiques et financiers de la vie politique en Italie, et il disparaît quelques jours après l'assassinat d'un parrain célèbre dans un petit boui-boui italien de New York. M. Michel Dornano, ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, visitant le littoral charentais, a dit l'île de Ré, Charente-Maritime, va être protégée et une étude d'impact sera menée sur les conséquences à long terme du projet de pont entre l'île et le continent. Hier, nous vous indiquions que le Conseil des ministres avait décidé un plan de lutte renforcé contre l'alcoolisme et les méfaits du tabac. Aujourd'hui, voici la teneur d'une lettre de M. Giscard d'Estaing au professeur Jean Bernard de l'Académie française qui présidera le comité chargé de la lutte. Le chef de l'État souligne que les travaux devront s'appuyer sur nos grands organismes de recherche qui vous prêteront, écrit-il au professeur Bernard, leur concours actif, et notamment l'Institut national d'études démographiques, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ainsi que la délégation générale à la recherche scientifique et technique. Vous pourrez, continue le chef de l'État, procéder à toutes les auditions que vous jugerez utiles. Les premières propositions d'action pourraient être présentées au gouvernement avant l'été 1980. Une dépêche qui vient de me parvenir, 8 trains grandes lignes sont bloqués depuis 18 heures en gare de Nice et de Saint-Raphaël. Le trafic ferroviaire sur la ligne Nice-Paris ayant été interrompu par l'incendie qui a éclaté aujourd'hui, au milieu de l'après-midi, à Boulogne-Var. Nous vous donnerons des précisions à notre édition de 23 heures, mais dès à présent, si vous attendez quelqu'un du côté de Nice ou quelqu'un qui doit venir de là-bas, à Paris ou dans d'autres villes, sachez qu'il aura vraisemblablement beaucoup de retard et ne vous impatientez pas. Les Nantais n'ont pas de chance, on leur a volé la Coupe de France, cette Coupe de France de football qu'ils avaient mis toute une saison à conquérir et qu'ils avaient finalement gagné il y a moins de 2 mois au Parc des Princes en battant Auxerre 4-1. Le président de la République leur avait remis cette coupe devant 50 000 personnes et des millions de téléspectateurs. Les joueurs nantais se la passaient avec enthousiasme. Puis la coupe, qui est en argent et pèse 3,2 kg,
avait été rangé dans les locaux du Football Club de Nantes, dans la localité de la Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique, où quelqu'un s'est introduit qui a brisé le carreau d'une porte vitrée pour s'emparer de l'objet d'art. Qui est-ce? On n'ose tout de même pas croire qu'il pourrait s'agir d'un simple cambrioleur qui aurait volé la coupe sans se rendre compte de tout ce qu'elle représente d'efforts, de stratégie, de tactique, de travail, de désir de gagner. De toute façon, la Coupe de France n'est pas vendable, on ne peut pas faire argent de ces 3 kilos d'argent, mais déjà une autre question se pose, peut-on commencer à disputer la Coupe de France 79-80 tant que l'on n'a pas retrouvé celle qui symbolisait la saison précédente et la supériorité des footballeurs nantais. Il y avait tiercé aujourd'hui à Enghien, voici l'ordre d'arrivée, premier le 11, Yantin, deuxième le 15, Gadamès, troisième le 19 et Jacqueval, un beau rapport pour 3 chevaux de qualité, 10 175 francs dans l'ordre, 2035 francs sans ordre. Les États-Unis ont souvent lancé la dernière mode en matière de sport et de divertissement. Or, en ce moment, il y a un nouveau sport qui fait fureur en Californie et qui devrait donc bientôt, poussé par les vents d'ouest, naturellement, nous arriver en Europe, d'où peut-être il était parti. Qui sait? Quel est ce sport presque nouveau? Je vous propose de le découvrir en suivant le reportage d'Édouard Laure. C'est une plage, quelque part, à côté de Los Angeles, une plage, mais une plage en Californie. Et c'est d'ici, de Californie, que s'est lancée il y a une dizaine d'années la première grande folie, celle du surf. Une planche que l'on laisse dériver sur les vagues du Pacifique. Folie aussi que celle de la planche à roulettes, il y a plus de 2 ans. Elle aussi, venue tout droit de Californie. Nouvelle folie enfin qui semble se propager depuis quelques mois à travers toute l'Amérique. Le patin à roulettes. Sans que l'on sache très bien s'il faut lier cette nouvelle passion à la pénurie d'essence, au goût de l'Amérique pour l'inhabituel, ou à celui de la Californie pour tout ce qui est charme, beauté et insouciance. Pour acheter une paire de patins à roulettes, I want to buy a pair of roller skates. What's the cheaper? Quel est le moins cher? Well, these are $34.99. 35 $, c'est-à-dire à peu près 155 francs. And these have a vinyl boot. And they have urethane wheels. They don't have precision bearings, which means that this part is closed. Et on voit donc les roulements à billes qui sont apparents, qui ne sont pas très précis. Has a fairly small stop, and underneath, it's a single truck holding the wheels onto the skate. Oui, il y a un tronc simple. And the other one? L'autre paire, how much is it? Combien? These are $69.99. C'est 70 $, ce qui fait à peu près 300 francs, à peu près le double. These are better made than the other ones. There's double trucks holding the wheels on. Il y a un double tronc qui relie les roues. Bigger wheels, the different kind of urethane. Les roues plus grandes. It's a softer material. There's a bigger stop for safety. And de meilleure sécurité. Leather boot. Et un cuir de meilleure qualité. And for the noise, pour le bruit, remarquez qu'il n'y a aucun bruit et que le roulement à billes n'est pas apparent. And this one, this is what you might call a disco skate. Ça s'appelle donc un disco roller. Un patin à roulettes pour le disco. La folie du patin à roulettes qui gagne aujourd'hui le centre de New York, avec au cœur de Central Park une piste d'entraînement réservée aux patineurs sur fond de musique disco, bien évidemment. Il
y aurait aujourd'hui 28 millions d'Américains qui seraient devenus des adeptes inconditionnels de ce nouveau sport, mais avec plus ou moins de réussite. À la dimension américaine, parce que cela signifie qu'en quelques mois, se sont vendus 28 millions de paires de patins à roulettes. Ce qu'il faut savoir enfin, le nom de ce... Ça roule naturellement, mais ça donne quelquefois un peu le tournis. Voici le temps en France demain. Le temps sera perturbé, souvent très nuageux à couvert, avec pluies intermittentes. Les vents seront modérés et assez forts de nord-ouest sur les côtes. Les températures seront assez basses pour la saison. Seules les régions méditerranéennes bénéficieront de belles éclaircies, bien que la tramontane et le mistral se lèveront dès le matin. Si vous prenez la route demain, surtout dans le nord du pays, je vous répète mon conseil, soyez très prudents. C'est Hervé Claude qui vous donnera les dernières informations aux environs de 23 heures. Demain, n'oubliez pas, Antenne de midi, présentée par Daniel Bilalian. Et si vous le voulez, nous nous retrouvons demain soir à 20 h ici même. Bonsoir, merci.